de cela. Je suis vraiment Zoom, puis Webex, je connais moins. Et puis, ça n'a pas voulu partager ma présentation. Vraiment désolé tout le monde. Et donc, merci d'être là. C'est une activité obligatoire, mais quand même, vous êtes là. Et ça me fait plaisir de présenter les travaux en givre, qui est une spécialité de Polytechnique depuis un bon bout de temps. Il y avait le professeur Yann Paraskivoyou avant moi, qui faisait partie de ceux qui ont lancé un peu le domaine. Et donc, vous voyez là l'aile d'un avion et vous voyez les formes de givre. Ça peut être énorme, ça peut être surprenant, mais et ces formes de givre, bien, on les met sur les avions et il y a des pilotes d'essai courageux qui font voler l'avion avec ces formes de givre qui sont taillées dans des morceaux solides. Et donc, avant qu'ils prennent l'avion, bien, il faut vérifier que l'avion va voler. Donc, c'est un peu le rôle de méthode de ce type et aussi pour certifier l'avion. Donc, on va aller à l'autre planche. Et donc, je remercie dès lors tous mes sponsors qui sont indiqués et je remercie les étudiants, l'Internet, quelques illustrations et le programme GPS. Merci Christophe. Prochaine planche. Donc, la présentation se veut éducative. Donc, ça, c'est un warning, là. C'est éducatif plutôt que scientifiquement rigoureux. C'est-à-dire qu'il y a des étapes importantes, là. Je laisse sous le tapis plusieurs petits trucs qui sont très importants pour que tout fonctionne. Donc, les communications scientifiques sont scientifiquement rigoureuses, mais là, ici, c'est une histoire que je fais. Je présente les grandes lignes. Et puis, quand il y a des idées puisées de la littérature, je donne les références. Et s'il n'y a aucune référence, c'est des travaux du laboratoire en entier. Donc, ce n'est pas moi, c'est le laboratoire. Donc, je puise dans des thèses, dans des mémoires, dans des articles où je suis co-auteur ou des thèses où je ne suis même pas co-auteur, mais il y a un article qui se réfère ou avec des collaborateurs. Mais dans ce temps-là, je laisse les références. C'est le laboratoire. Et si vous voulez plus de détails, vous m'écrivez, puis je vous envoie les articles. D'accord? Et c'est pour maintenir l'emphase sur la présentation générale. Sinon, il y aurait plein de références dans tous mes graphiques. Prochaine planche. Donc, courte biographie, on va sauter. Quelques métriques sur l'industrie aéronautique. Je parle de la conception avion parce que ça fait partie un peu du framework, pourquoi et quels sont les objectifs de certaines de mes modélisations. C'est pour aussi répondre à des requis conception avion. Ensuite, je plonge dans le vif du sujet, tant en numérique qu'en aérogivre, et puis je vais terminer avec une petite conclusion. Prochaine planche. Donc, j'ai travaillé pendant mon DEA Sup Aéro sur l'Airjet à l'époque et puis pendant mon doctorat sur le High Speed Civil Transport. C'était un avion supersonique. J'étais dans les entrées d'air avec le contrôle de couche limite. Mes prochaines planches est plus intéressante. Donc, la prochaine planche, bon, j'ai skié à Super Bagnères dans les Pyrénées et à Stevens Pass dans les Cascades, qui ne sont pas les Rocheuses. Whistler n'est pas nous les Rocheuses. Donc, c'est de Cascade Range et donc j'ai bien apprécié ces découvertes en ski. Prochaine planche. Donc, j'ai travaillé à Bombardier 15 ans, donc j'ai travaillé sur les programmes, notamment le C-Series que Airbus a acheté 1 euro ou 1 dollar canadien, j'oublie. Mais bon, on n'est pas à 50 sous près. Prochaine planche. Et donc, maintenant, je suis professeur. OK, les deux chaires ont été mentionnées. Et bon, je suis très content, donc je le dis, mais je suis membre d'Aéro Montréal, Chantier Vieille et Stratégie Innovation. Et puis, qu'est-ce que ça fait, ça, Aéro Montréal? Et puis, Conseil scientifique de calcul Québec, Commission technique 3AF. Bien, prochaine planche, je vous encourage, les gens dans le programme GPS, d'être proactifs dans des sociétés, peu importe lesquelles. Et donc, moi, je suis actif dans Aéro Montréal. Et donc, on fait des livres blancs. Et ces livres blancs, on est consulté et on a des impacts lorsque le gouvernement du Québec fait des stratégies sur la politique québécoise de l'aérospatiale. Et même quand le Canada essaye d'élaborer une politique aérospatiale canadienne, il n'y en a toujours pas. Donc, voilà mon rôle sur ces comités. Prochaine planche. Et le Canada, quand même, a 10 milliards, dont 50% viennent du Québec et la R&D est 75% du Québec. Et on voit que la France, et je vous parle en ce moment d'Onera Meudon, mais là, en fait, de chez nous, là, à Paris, je travaille beaucoup avec la France parce qu'ils sont numéro 2. Donc, et donc, ils ont de l'argent. Donc, je travaille beaucoup avec la France. Très agréable. Prochaine planche. Et sur les métriques industrielles canadiennes en R&D de l'année dernière, la 2019,
on voit que Pratt & Whitney numéro 4, Bombardier numéro 6, CAE numéro 20, et donc, et même Bombardier Recreational Product numéro 19. Mais en aéronautique, on voit quand même qu'on a une large part de l'économie canadienne. Prochaine planche. Donc, on oublie un peu, mais... Et donc, quelques faits intéressants parce que le givre a un impact sur la certification des avions. Et donc, l'industrie aéronautique est autorégulée. Et donc, c'est des façons de faire qui peuvent être mises en question, mais en ce moment, elle est autorégulée. Et si vous regardez, malgré le 737 MAX 8, si vous regardez quand même les accidents et les incidents en aviation, c'est plutôt un succès. Et donc, c'est pas ma spécialité de savoir si elle devrait être autorégulée ou pas, mais ce que ça veut dire, c'est que littéralement, lorsque je travaille avec Bombardier, par exemple, bien, je parle avec des gens qui sont responsables de la certification des avions, même s'ils travaillent pour Bombardier, parce qu'ils ont un chapeau de certification de Transport Canada avec eux. Un autre fait intéressant, c'est que c'est la NASA qui a établi les métriques de TRL, Technology Readiness Level, qui sont utilisées maintenant dans l'industrie automobile et dans d'autres industries, mais c'est la NASA. Donc, souvent, l'industrie aéronautique, de par son histoire, permet des avancées scientifiques, mais aussi techniques. Donc, l'échelle de TRL, c'est vraiment de l'industrie aéronautique. Prochaine planche. Et donc, mon laboratoire, donc, je ne me suis pas mis au centre. Donc, je suis allé avec ma vision un peu de comment on construit un avion. Donc, la géométrie, que ce soit pour produire l'avion ou pour le concevoir, c'est la géométrie qui est au centre. Et la structure, l'aérodynamique, électromagnétique va venir se greffer. Donc, j'ai eu la chance d'avoir collaboré avec Bob Ames au MIT sur tout ce qui est problématique géométrie. Je travaille avec l'ONERA, avec Gérald Carrier. Je travaille en allant dans le sens de monde avec Supaéro. Avec à l'intérieur de Polytechnique aussi, professeur Gosselin dans un axe aéroélastique. Et en givrage, avec l'ONERA, avec Philippe Villedieu, j'ai eu plusieurs co-tutelles. Et avec l'Université de Strasbourg, professeur Waro, aussi plusieurs co-tutelles. Et à travers ce réseau, j'ai accès à des facilités, comme par exemple les supercalculateurs canadiens. J'ai accès, les supercalculateurs de Cray, les souffleries de Supaéro, de professeur Gosselin, les souffleries de la NASA, TU Braunschweig, là, il y a un étudiant qui quitte le mois prochain pour TU Braunschweig, l'ONERA Toulouse, donc ça me permet. Et puis, en petit, c'est juste parce que ça démarre, c'est avec le professeur Vettel qui est ici et le tunnel de Concordia. Et à l'extérieur de tout ça, vous voyez qu'il y a des collaborations industrielles en givre. Donc, je fais partie d'un projet Ice Genesis européen où des compétiteurs vont travailler ensemble parce qu'on veut régler des problèmes ensemble sur la certification avion. Et en bas, oui, il y a de la compétition industrielle entre Dassault, Bombardier, par exemple, mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Prochaine planche. Donc ça, c'est mon laboratoire. Et dans la cycle de vie de développement de produits, vous voyez que pendant à peu près 45 ans, on perd 5 milliards de dollars à développer un produit. Et sur les 40 ans d'exploitation de l'appareil, il faut refaire tout l'argent pour peut-être avoir 3% de marge de profit. Et tout ça, avec la fin de vie de 5 ans, prochaine planche, c'est quand même 85 ans de cycle de produit. Donc, c'est énorme. Et donc, la recherche a un impact sur tout le cycle de vie. Et une fois que l'avion est fait, pendant pratiquement 45 ans, 50 ans, il n'y a rien qu'on puisse faire parce que tout a déjà été fait. Et puis, on va avoir les métriques de CO2 avec lesquelles on a travaillé. Prochaine planche. Donc, voilà le cycle de développement. Il y a des phases préliminaires, conceptuelles, avancées, et ensuite, on développe l'appareil. Prochaine planche. Donc, il y en aura plusieurs. Ça coûte peu de dollars d'aller d'une phase à l'autre, mais ça coûte de plus en plus cher au fur et à mesure que ça devient mature. Et, prochaine planche, ce qui est difficile, c'est qu'il y a souvent des boucles en réalité de rétroaction. Et donc, si après la phase numéro 3, il faut revenir au point de départ, ça coûte des millions de dollars. Et puis, la phase 4 coûte des milliards de dollars. Et dans le cas du 787, l'avion qui a été certifié a dû être recertifié. On parle de l'ordre de 25 milliards, je crois, Boeing, pour le défaut de conception sur les 737 MAX 8. Prochaine planche.
Donc, je vais me fixer sur cette présentation sur l'aérodynamique qui est ma spécialité. Comment la traiter? Prochaine planche. Donc, il y a 3 méthodes. Ou bien on fait des essais en vol, ça coûte 100 000 $ de l'heure, mais l'avion coûte 1 milliard. Se rendre jusqu'aux essais en vol coûte 1 milliard de dollars parce qu'il faut bien avoir un avion. Les essais en soufflerie coûtent moins cher, mais la maquette coûte 1 million de dollars. Et le numérique, ben, c'est environ entre 100 et 1000 $ de l'heure, mais le supercalculateur coûte 1 million. Donc, on voit quand même que les méthodes numériques et les souffleries sont du même ordre de grandeur. Cependant, c'est les méthodes numériques qui nous permettent de faire de la conception. Tandis qu'en essai en soufflerie, la conception de voilure, c'est plutôt risqué. On peut travailler sur des petits trucs très précis, mais la conception se fait avec les méthodes numériques. Prochaine planche. Donc, l'idée dans le cycle de conception, c'est d'amener le plus, avec les analyses numériques, de réduire le nombre de tests en soufflerie, de réduire le nombre de flight tests, donc d'essais en vol, et d'amener la numérique le plus tôt dans les boucles de conception. Et c'est ce que mon laboratoire fait. Prochaine planche. Donc, conception plus analyse égale méthode numérique. Parce qu'à l'époque, les maquettes étaient faites en bois et on prenait du papier sablé et puis on filait comme ça le bois, puis on pouvait designer, mais c'était très peu efficace. Donc, vous prenez un problème. Dans le cas ici, j'ai pris le givrage et vous êtes en GPS, vous connaissez ça. On prend les équations, on prend un supercalculateur, on brasse tout ça et ça fait la conception et l'analyse. Prochaine planche. Donc, voilà un exemple de phénomène en aérodynamique. On travaille avec des ondes de choc, donc c'est des équations hyperboliques. On travaille avec des écoulements subsoniques, donc elliptiques. Et dans la couche limite ou dans les écoulements séparés, on a des équations paraboliques et il faut tout régler ça ensemble. Prochaine planche. Donc, ça cause des soucis. Donc, la chaîne de calcul, vous la connaissez très bien. Je veux mettre l'emphase sur le fait qu'il faut paramétriser la géométrie. C'est pas la même chose que de faire du CAD. Donc, le CAD, c'est une façon de faire les choses, mais il faut paramétriser le problème. Ça se pourrait que les paramètres du problème ne soient pas les mêmes que les paramètres digitaux dans le CAD. Il faut ensuite faire des maillages, il faut faire des solutions, des droplets en plus, des gouttelettes dans mon cas pour le givre. Et on itère dans le temps et puis on peut voir les cornes de givre qui grossissent. Et tout ça souvent avec des logiciels sources propriétaires à Bombardier ou à Dassault ou à Boeing et quelques, rarement, logiciels commerciaux. Parce que ça coûte cher et on n'a pas le plein contrôle des outils commerciaux. Donc, Bombardier, tous leurs outils sont propriétaires. Même chose pour Boeing et Airbus. Prochaine planche, et Dassault d'ailleurs. Donc, une fois qu'on a l'outil d'analyse, ben, on a la chaîne d'analyse, on l'étend à l'optimisation à gradient ou à sans gradient, et puis on est capable de faire de l'optimisation avion. Et donc, la clé du succès, c'est vraiment d'avoir une précision en fonction du temps de calcul. Puis je rajouterais même, c'est pas ici que je vais adresser ça, mais un espace multidimensionnel lorsqu'on choisit nos paramètres d'optimisation pour conditionner le problème. Prochaine planche. Donc, les écoulements en mécanique des fluides vont de la DNS et on réduit, on fait l'hypothèse stationnaire, on arrive au Rance, on réduit encore, on peut faire les couches limites. Et si on part de la gauche et qu'on enlève la viscosité, on a les équations d'Euler, irrotationnel, potentiel plein, traduction on the fly, comme on dit, isentropique, transonic small disturbance, incompressible à place, et on gagne en temps. Donc, il faut utiliser une panoplie de ces méthodes pour pouvoir arriver avec la meilleure précision au meilleur coût de calcul. Prochaine planche. Et donc, juste un résumé. Donc, l'aérodynamique est clé dans les phases. Il y avait des gates. Si vous regardez vraiment, là, il y a une gate pour le premier test en soufflerie, pour le premier vol. C'est des métriques aérodynamiques qui permettent de voir si on revient en arrière ou si on continue le développement programme. Ça repose sur les mathématiques appliquées, sur la physique, le calcul haute performance. Donc, il faut connaître toute la chaîne de calcul. Et l'optimisation, bien, elle repose sur la fidélité, le temps et les coûts du calcul. Donc, dans mon laboratoire, les étudiants réussissent à apprendre sur plusieurs de ces outils. Pas tous, mais plusieurs de ces outils. Prochaine planche.
Et donc, on a vu que la précision est liée au cycle de phase conceptuelle, préliminaire et détaillée. Et donc, les précisions vont en grandissant. Et typiquement, en design conceptuel, on voit des millions de configurations, en préliminaire des centaines et détaillé des dizaines. Et les itérations entre les phases sont coûteuses. Prochaine planche. Et donc, si on prend le modèle classique, prochaine planche, vous allez voir en vert, voilà ce que mon laboratoire a fait. On a couplé le Rance avec des bases de données, avec l'équation de Laplace, pour avoir une accélération d'environ 10 000 fois plus rapide qu'une solution Rance. Donc, avec la création de bases de données, ça va chercher une accélération de 10 fois. Et la clé, dans ma vision des choses, c'est qu'on a une continuité dans la précision des modèles. Parce que si ensuite, on va dans dans une phase suivante et qu'on prend juste du Rance, eh bien, ça sera les mêmes outils Rance qui ont été pris dans la base de données rapide. Et donc, on a une continuité des gradients. Et pour ça, c'est très important, de mon point de vue et du point de vue de Bombardier, parce qu'ils prennent ces méthodes. Prochaine planche. Donc, comment on fonctionne? Bien, on prend une aile d'avion et on la fait en sections de tranches qui sont, à prime abord, un peu dans l'espace R3, mais on les projette dans l'espace bidimensionnel R2, mais on maintient la physique tridimensionnelle, c'est-à-dire les points de stagnation sont en fait des lignes de stagnation, donc on capture les lignes de stagnation même avec des coordonnées XY. On peut avoir, juste avec des coordonnées XY, on peut avoir la solution tridimensionnelle du nombre de chocs obliques plutôt que normal, et on peut avoir la séparation de bord de fuite avec l'écoulement transversal. Donc on prend ces nouveaux solveurs bidimensionnels, donc qui vont très très vite. Prochaine planche. On les couple avec des technologies qui existent depuis longtemps et des professeurs de Polytechnique Montréal ont déjà utilisé ces outils. Donc on les réintègre et on les réinterprète, je vais dire de façon moderne, on les réinclut, on va aller plus vite. Au lieu d'aller à 10-8 avec les systèmes, les vieilles publications sont avec des floats, là on est double float, on va à 10-16 par exemple. Et donc on coupe les géométries complexes avec la méthode chimère ou overset, prochaine planche. Et ensuite, on insère des maillages de fond cartésiennes avec des maillages raffinés proches parois. Prochaine planche. On découpe, on associe des cellules à des solutions qui sont privilégiées. Et une fois qu'on a découpé, on fait un overlap pour maintenir le deuxième ordre. Prochaine planche. Et les overlaps sont faciles en 2 dimensions, mais en 3 dimensions, c'est très complexe. Donc, c'est vraiment des outils très difficiles à faire. D'ailleurs, le traitement d'overlap en 3 dimensions est dans l'outil Cassiope français qui n'est pas disponible au grand public. Mais s'il n'y a pas en 2 dimensions, tout est disponible au Cassiope, est disponible open source, et en 3D, le logiciel est disponible open source, mais sans les intersections solides-solides. Donc, on voit que des outils open source cachent quelques secrets qui ne sont pas divulgués parce que c'est propriétaire. Donc, on travaille là-dessus dans mon laboratoire pour Bombardier Aéronautique. Prochaine planche. Et on vérifie l'ordre de grandeur. J'ai mis cette planche juste parce que je sais que vous avez un cours de vérification et validation. Donc, on vérifie et on voit que l'interpolation tétravolumique donne le premier ordre et la trilinéaire donne le deuxième ordre. Donc, on prend des interpolations trilinéaires. Prochaine planche. Et donc, on prend une aile tridimensionnelle et avec nos sections bidimensionnelles, mais qui résolvent l'écoulement UVW tridimensionnel, on peut voir apparaître des bulles de décollement à 5 degrés. Donc, je vais zoomer, prochaine planche. Et donc, on prend la méthode chimère pour les volets de bord d'attaque, de bord de fuite et le profil principal. Et on peut observer des séparations de bord d'attaque dues au décollement laminaire. Eh bien, ces bulles que vous voyez, prochaine planche, sont responsables des non-linéarités que j'ai mis en bleu. Vous pouvez voir que la courbe CL alpha, par exemple, n'est pas linéaire. Il y a un petit point d'inflexion. Même chose pour le coefficient de moment. Et donc, on attrape les non-linéarités avec ce modèle. Et lorsqu'on fait le 3D ou l'expérience, puis on obtient les mêmes non-linéarités. Donc, le modèle est valable. Prochaine planche. J'avoue qu'on peut faire mieux. On peut coller le lift. Il y a 1 millimètre sur la planche qu'on peut coller mieux. Et puis,
le pitching moment avec un fuselage n'est pas bien capturé, donc on peut mieux intégrer l'effet du fuselage. Et donc, à la jonction fuselage-voilure, ben, l'écoulement n'est pas parfaitement bidimensionnel et donc il faut travailler là-dessus. Prochaine planche. Donc, une des grosses clés du laboratoire, c'est qu'avec cette vision, mais les chocs obliques sont attrapés et donc en quelques secondes de calcul, on attrape les ondes de choc et donc on obtient les ondes de choc parfaitement où est l'expérience, vous voyez. Et donc, on obtient vraiment l'aérodynamique. Donc, ça a été une bonne avancée de notre laboratoire. Donc, on réutilise ces méthodes et on va leur mettre le givrage. Prochaine planche. Donc, voilà un exemple là d'un avion qui est connu de la littérature. C'est un vrai avion avec des volets. Donc, on met la méthode chimère et on peut faire le givrage là-dessus. Et vous pouvez passer vite les prochaines planches, mais les distributions de pression sur la prochaine planche, sur les volets de bord d'attaque. Donc, prochaine planche. Voyez-vous les distributions comparées à l'expérience, là, juste à vue d'œil. C'est très bien. Le profil du corps principal, prochaine planche. C'est très bien aussi. Vous voyez, ça colle. Et on calcule ça en quelques secondes. Et prochaine planche, volet de bord de fuite, ça colle. Et prochaine planche, on voit même sur la planche qu'on attrape la ligne de stagnation et les lignes de courant qui bifurquent sur les bords de fuite. Et prochaine planche, donc en 5 secondes de calcul. Et si vous faites le calcul 3D Navier-Stokes, ben, ça prend environ 10 heures de calcul. Peut-être 3 heures de calcul sur des logiciels peut-être comme NSU 3D qui sont encore plus optimisés, mais puis sur à peu près 50 cœurs. Donc on voit, et puis on fait aussi bien que ces méthodes. Donc voilà pour la première phase aérodynamique des méthodes de base dans lesquelles on va insérer le givrage maintenant. Prochaine planche. Donc le givre. Donc il existe deux phénomènes, le givre et le verglas. En fait, c'est la glace. Donc je devrais dire aéroglace. Et puis, donc le givre, mais en anglais c'est du rime ice, et le verglas qui est le glaze ice, peuvent apparaître sur les formes et puis ils sont responsables malheureusement de plusieurs accidents d'avion et de plusieurs incidents d'avion. Et il faut les maîtriser et avoir la certification avant de faire un vol d'essai. Évidemment, il faut avoir la certification avant de mettre des passagers dedans. Mais même avant le vol d'essai, il faut avoir la certification. Et l'aérogivre, à mon avis, est ce qui va ralentir de dizaines d'années la venue de drones et à Montréal, par exemple. Donc, on parle d'avoir des taxis volants, mais à date, les taxis volants sont en Arizona où il n'y a pas de tempête de givre. Mais le givre est un problème très complexe qui est encore plus difficile sur les petits bords d'attaque que sur les gros bords d'attaque. Donc, si vous voyez un érable, l'hiver qui est avec une tempête de verglas, sur le tronc, il y a 1 millimètre de givre, et sur les petites branches d'1 millimètre, il y a 10 millimètres de givre. Donc, les drones ne sont pas prêts de voler dans l'état de givre. Prochaine planche. Donc, comment on fait? Premièrement, toute la communauté scientifique prend l'approche quasi-stationnaire. Donc, ça veut dire que les gouttelettes n'influencent pas l'écoulement. Donc, on fait un calcul aérodynamique et ensuite, on fait un calcul d'accrétion de givre et on boucle dans l'hypothèse quasi-stationnaire. Donc, on l'a vu plus tôt, ça prend une géométrie, une discrétisation surfacique, une discrétisation volumique, le maillage. Il faut résoudre l'écoulement. Ça, c'est les cours GPS, souvent sont dans l'écoulement. Là, moi, je dois rajouter une équation de droplet, mais il y a plusieurs professeurs ici qui font des études multi-species en anglais. Là, donc, ils ont les formules N2, O2, et puis ils font d'autres équations pour suivre les produits chimiques. Dans mon cas, j'utilise une équation supplémentaire pour la trajectoire des gouttes. On fait une balance thermodynamique pour savoir si ça va geler ou pas. Et on va faire l'accrétion de glace qui va être constante dans le pas de temps et on itère. Donc, je vais prendre les difficultés une par une de ce flowchart, là, de ce processus spécifique au givrage. Prochaine planche. Donc, la géométrie, c'est classique. On prend des B-splines et on fait un profil. Très bien. Je vous apprends rien de nouveau. Prochaine planche. Mais là, s'il y a du givre, il peut avoir des formes, par exemple, mesurées en soufflerie ou sur des avions, où le givre a beaucoup de régions convexes et concaves de petite longueur d'onde et de grande amplitude ou de petite amplitude. Donc, si vous faites passer une B-spline à travers cela, bien c'est compliqué. Et donc, ça, c'est un travail conjoint avec le MIT.
on a développé une méthode qui permet de choisir la résolution de nos B-splines qui représentent la géométrie de notre problème. Prochaine planche. Et vous voyez, par exemple, vous dites, mais moi, je prends CATIA. Alors nous, comme on prend tout du logiciel open source, on prend OpenCascade, on ne prend pas CATIA. Bien, si vous prenez une géométrie de givre et que vous l'insérez par-dessus un profil, bien, vous voyez qu'OpenCascade va avoir des overshoots et des undershoots, donc ils vont mal gérer l'intersection entre le givre et le profil. Par contre, avec les NURBS, on peut les couper exactement où on veut et on peut avoir une jonction givre-voilure exacte. Donc, il faut faire bien soin de la géométrie dans les problèmes de givre. Prochaine planche. Maintenant, une fois qu'on a la discrétisation spatiale, sur le profil, on peut faire le maillage. Donc, souvent, les gens prennent des mailleurs algébriques. Et là, on voit que ça ne fait pas des très belles mailles. Des gens prennent des mailleurs paraboliques. Ça ne fait pas des très belles mailles. Les volumes peuvent être négatifs. Et donc, on va dans l'espace paramétrique. Ça, c'est des Hollandais qui ont fait ce travail. Et nous, on a repris ça pour le givre. Et on voit qu'on est capable de faire des lignes de mailles qui sont orthogonales et qui satisfassent les requis des modèles de turbulence et qui ont des cellules positives. Prochaine planche. Et donc, on se rend compte qu'il faut bien gérer les courbures et déraffiner lorsqu'il n'y a pas de courbure. Donc, on a de l'adaptation de maillage, curviligne. Donc, lorsqu'il y a des courbures, on met un seuil, on identifie où il y a la courbure et on va raffiner et déraffiner. Et on voit à droite qu'on a fait très attention, on a mis du multigrille et donc au lieu de résoudre en plusieurs secondes, moi je crois que c'est 0,3 secondes, on réussit à générer un maillage bidimensionnel sur une forme de givre en 0,3 secondes. C'est excellent. Prochaine planche, c'est le multigrille qui fait cela. Et on regarde a posteriori les métriques d'orthogonalité qui augmentent vers 1. Le skewness aussi qui descend, et puis notamment en bas à droite, la distance à la paroi qui est 10-6 partout. Et donc, l'équation est très stiff. On maintient le 10-6 à la paroi et on relaxe le maillage au fur et à mesure qu'on est loin de la paroi. Prochaine planche. Donc, si on regarde dans le champ, maintenant, au lieu de regarder des lignes, ben, le mailleur elliptique a des régions de Jacobien, c'est l'orthogonalité, donc c'est les Jacobiens, donc proche de 1, mais on voit quand même du vert, donc 0,1. Donc, il y a des endroits un peu mal résolus lorsque le givre, on a eu des cornes comme ça dans certains calculs. Donc, petite histoire, j'ai donné le logiciel elliptique à Bombardier. Ils m'ont répondu que ça ne marchait pas du tout. Et je leur dis, ben moi, sur tout ce que j'ai fait, ça fonctionne. Ils ont dit, ben on a une base de 1000 profils de givre et il y en a 998 qui ont fonctionné et il y en a 2 qui n'ont pas fonctionné. Eh bien, ce n'est pas assez bon. Parce que quand vous avez de l'optimisation, il faut que ce soit 100% de taux de succès. Il vaut mieux avoir moins de précision, mais 100% de taux de succès, que plus de précision avec des points invalides parce que l'optimiseur va se planter à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que mon étudiant fait? Typiquement, quand on fait des maillages, on veut qu'ils soient orthogonaux, donc R de terre égale 0, contrainte d'orthogonalité, et il a rajouté une contrainte de volume, donc que le volume soit constant. Et donc, non seulement qu'il soit constant, mais qu'il soit donné au volume de glace qui doit être accrété. Et du coup, vous voyez que j'ai été en France depuis 6 mois, du coup, le maillage est l'accrétion de givre. Donc, le maillage donne l'accrétion du givre, et vous voyez que les métriques vertes sont tous brunes, et donc l'orthogonalité est maintenue en haut de 0,9 ou 0,8. Ce mailleur hyperbolique en 2D est extrêmement puissant et nous sommes en ce moment en train de le généraliser en 3D. Prochaine planche. Parfois, les cornes de glace peuvent grossir et se reconnecter entre elles. Donc, sur un des cas de Bombardier, justement, c'était 2 cornes de givre qui augmentaient et qui se reconnectaient. Et donc, là, il y a un changement topologique. Et donc, une avancée du laboratoire, et ça, je dois ça là beaucoup au professeur Yannick Waro à Strasbourg, on a mis la Level 7, qui est une idée de Phil Rowe, pour pouvoir faire des cornes qui augmentent et qui se retouchent. Et la Level 7 est capable de traiter ce genre de problème. Prochaine planche. Donc, la Level 7 est maintenant partie intégrante du laboratoire.
Un autre cas où le mailleur hyperbolique a raté, c'est ce cas où il y avait une énorme inflexion. Et donc, on a rajouté un terme source qui utilise la Iconol, parce que la Iconol initialise la level 7, bon, c'est des détails techniques, et on ajoute des termes sources, du coup, le maillage suit les fronts, et donc on n'a pas de repliement. Donc, il faut vraiment bien calibrer ces techniques de génération de mailles. Prochaine planche. Donc, juste pour... je lance beaucoup de matériel, donc là, on en est. On a fait la géométrie, discrétiser la surface, discrétiser les volumes. En 2D, c'est les surfaces, donc le domaine. Et donc là, on va voir l'écoulement, typiquement Durance. Donc pour l'écoulement, donc prochaine planche, on a développé un solveur bidimensionnel. J'arriverai au solveur tridimensionnel à la fin de la présentation. Donc c'est un solveur classique là comme Fluent, mais avec un excellent multigrille et donc programmé en C en OpenMP. Et donc on obtient une précision industrielle de 4 ordres en 40 secondes pour les écoulements attachés et en 120 secondes pour les écoulements séparés. On a même des techniques de stabilisation. Si jamais l'écoulement est séparé, pour avoir un Strouhal, un von Karman qui s'établit, on peut stabiliser le von Karman pour avoir une solution stationnaire et faire converger le solveur. Prochaine planche. Donc maintenant, on va aller voir les droplets. Donc on a résolu l'écoulement. Donc vous êtes en voiture, vous avancez, l'écoulement est résolu, puis là, il se met à pleuvoir. Donc voilà les équations. Là. Alpha, c'est la fraction d'eau contenue dans une région donnée. Et la deuxième équation, c'est la même équation du momentum que Navier-Stokes à peu près, et les vitesses U sont les vitesses des gouttelettes. Au lieu des gouttelettes, au lieu de la vitesse des particules sans masse aérodynamique. Donc au lieu d'avoir des lignes de courant, on aura des trajectoires de particules qui ont de la masse. Et donc ils vont frapper le profil. Et s'ils frappent le profil, ben, il va y avoir aussi des ondes d'ombre. Et donc la gérance entre l'ombre et où la glace s'accumule est très important pour les avionneurs parce qu'ils veulent voir où mettre des sondes, où mettre une veine d'angle d'attaque pour pas qu'elle reçoive de la glace, ou mettre des prises de pitot, ou mettre des entrées d'air pour l'air conditionné, faire des sorties d'eau pour les toilettes. Donc cette zone entre l'ombre et où il y a la glace, ben zéro, c'est quelque chose qu'on n'aime pas en numérique parce qu'il peut y avoir des oscillations, de la dispersion dans les schémas numériques. Et donc, on a dû mettre un schéma HLLC pour traiter de la dispersion. Et on a eu un succès. Mais quand même, prochaine planche, on a rencontré une difficulté de solution quand même bizarroïde. Et on se rend compte que les équations différentielles des droplets, bon, l'écoulement, les caractéristiques, c'est U, U plus C, U moins C, typiquement. Mais les caractéristiques des droplets, c'est U, U, U. Donc, les trois caractéristiques ont la même valeur. Et on appelle ces écoulements des écoulements faiblement hyperboliques. Donc, on a fait de la revue de littérature et des mathématiciens appliqués, dont Yves Bourgault, je dis ça pour Catherine qui est là-bas à Ottawa. Plusieurs mathématiciens appliqués ont étudié ce problème et ont développé des équations hyperboliques bien conditionnées. Donc, on prend les travaux des mathématiciens appliqués, je ne suis pas un mathématicien appliqué, et on voit qu'ils ont additionné un terme dans la matrice de gauche, donc ça permet de changer les valeurs propres, et ils soustraient les termes additionnels par un terme source. Prochaine planche. Donc maintenant qu'on est capable de résoudre où les droplets frappent l'avion, on fait une balance thermodynamique parce que l'eau, elle va arriver, est-ce qu'elle va geler ou pas geler? Donc on parle de gouttelettes surfondues, donc qui ont le potentiel sur l'impact de geler ou de geler à moitié ou au quart ou de ne pas geler du tout. Prochaine planche, la balance thermodynamique est relativement facile. Donc, on prend un volume de contrôle et on regarde l'eau qui rentre, l'eau qui sort. Si ça gèle, et donc si ça gèle, ben, ça va être une masse d'eau qui va être enlevée. Donc, on fait ça tant pour la masse que pour le transfert d'énergie. Et pour la masse, il peut y avoir aussi de la masse d'eau qui est sublimée et qui est évaporée. Et donc, il faut tenir compte aussi de la quantité de chaleur qui est radiée. Et donc, on met tout ça, et c'est la littérature qui nous donne ces modèles. On prend le Messinger, donc dans la communauté, où la direction des flux est imposée, donc le long, par exemple, des lignes de courant. Le Iterative Messinger, qui permet
calculer la direction des flux, et le Shallow Water Icing Module de Bourgault et al. Là, en 2000 et même Héloïse Beaugendre, et qui sont des modèles des équations de Saint-Venant instationnaires qui fait le ruissellement que vous pouvez voir sur vos voitures. Et donc, une fois qu'on résout un de ces modèles, on a les 3 modèles dans le laboratoire. La quantité de glace est connue. Prochaine planche. Donc, qu'est-ce qui arrive au final? Ben, à gauche, là, c'est une image, mais on peut calculer la zone de glace et la quantité d'eau et de glace qui est accumulée. On peut calculer, une fois qu'on a les formes de glace, la diminution de portance sur l'appareil, donc le danger pour décoller ou une longueur de piste additionnelle. Et la glace fait aussi un gain entraîné que vous voyez en bas. Et le gain entraîné nous permet de réduire, d'augmenter par exemple les rayons de bord d'attaque pour avoir moins de givre ou d'augmenter la poussée moteur. Donc, c'est des métriques qui sont utilisées dans toute la chaîne de conception. Prochaine planche. Donc là, des avancées récentes. Donc, ce que je vous ai présenté, bon, je dirais que c'est classique, c'est-à-dire que plusieurs groupes de recherche ont leur propre saveur de faire des bons maillages, faire. Peut-être une de nos forces est dans, le traitement de la géométrie. Je crois que c'est la force du laboratoire, mais chaque laboratoire a leur force. Et notamment, l'ONERA et notre groupe travaillent sur les frontières immergées appliquées au givrage. Et c'est justement pour enlever le problème géométrique. Et donc, la frontière immergée, c'est fait à Polytechnique par des gens qui maîtrisent très bien cette technique. Moi, c'est mes collaborateurs ONERA qui contrôlent mieux cette technique. Donc, on prend un profil, soit qu'on le maille avec Fluent, là, vous savez, en body fitted, en parlant français. Donc, body fitted, c'est on suit le corps, curviligne, puis on maille l'extérieur. Mais en frontière immergée, on maille le corps et la glace pousse et on suit avec la level 7. On suit cette frontière et on applique les conditions avec la pénalisation ou des méthodes Go-Cell et on peut résoudre les écoulements, à la fois de l'écoulement et des gouttelettes, et on obtient au final les mêmes solutions que l'on prenne le body fitted ou que l'on prenne la frontière immergée. Mais la frontière immergée s'affranchit du traitement géométrique qui a pris plusieurs planches dans la présente ultérieurement. Donc, c'est une méthode à grand potentiel. Prochaine planche. Une autre avancée récente, c'est le modèle stochastique. Alors là, je crois qu'on est peut-être un des laboratoires les plus avancés au monde là-dessus. Donc, l'idée originale est de Zilder au NRC Ottawa. Donc, il a inventé un modèle qu'il appelle morphogénétique où il a mis de la stochasticité à l'intérieur. Et son modèle est très bon, mais puisque c'est un physicien, donc le modèle a beaucoup de physique, mais d'un point de vue CFD, il pouvait être amélioré. Donc, mon groupe a pris ce modèle et on l'a amélioré. On a eu 2 étudiants là, qui ont travaillé là-dessus. Et donc, premièrement, au lieu d'avoir une approche eulérienne pour les gouttelettes, on a une approche lagrangienne. On fait un suivi des trajectoires par formulation lagrangienne. Ensuite, on incorpore le module thermodynamique pour chaque cellule qui frappe la paroi. Et donc, on est capable de savoir si ça givre pour chacune des particules qui est lancée en lagrangien. Et donc, on peut savoir si ça gèle ou si ça gèle pas. Et ce que ça fait, c'est que ça fait des trous de glace. Et donc, la solution permet des trous d'air à l'intérieur de la glace. Et c'est observé expérimentalement. Donc, la densité de la glace, elle est 917 kg par mètre cube. Mais lorsqu'on fait des expériences, puis on mesure la densité de la glace, ben, ça fait 500 kg par mètre cube. Et donc, il y a des quantités de glace qui sont plus légères que d'autres. Parfois, elle fait 917 parce qu'il n'y a pas de trou d'air, mais parfois, il y a des trous d'air. Donc, cette méthodologie attrape les trous d'air. Et elle repose sur un calcul, sur un positionnement aléatoire des gouttelettes en amont. Maintenant, comment faire pour savoir quelle gouttelette va frapper? Parce qu'on n'est pas pour lancer en numérique toutes les particules de notre domaine de calcul. Prochaine planche. Donc, une étudiante a eu l'idée de faire une approche hybride. Donc, on prend le solveur eulérien des gouttelettes pour trouver les limites de captation. Et une fois qu'on a les limites de captation avec le solveur eulérien, on est capable, à l'intérieur des lignes de captation, de lancer les gouttelettes qui vont frapper avec les trajectoires lagrangiennes. Donc, c'est une grande économie de coûts de calcul.
et aussi de savoir où mettre le plan de source qui va frapper l'écoulement. Donc, on est sûr de frapper. Et vous voyez en bas à gauche, les petites gouttelettes, ben, ils vont frapper le bord d'attaque, mais pas le côté du profil. Et les grosses gouttelettes, ben, ils vont aller plus droit, ils ont plus d'inertie et vont frapper une plus grande région. Donc, c'est une très belle avancée qui permet d'être automatique et plus rapide. Prochaine planche. Et donc, on se rend compte que, ben, puisqu'on fait le suivi lagrangien, ben, notre maillage, lui, c'est un maillage non structuré. Et donc, si on change la discrétisation du maillage, ben, on se rend compte que les trous d'air changent. Mais fort heureusement, a posteriori, si on raffine le maillage en bas, vous avez tous vu des courbes de convergence, bien, plus qu'on raffine en bas à gauche, bien, plus qu'on converge. Donc, le processus converge, ce qui fait que la densité est un résultat du calcul, tandis que dans la méthode déterministique utilisée partout, la densité est une donnée du problème. Prochaine planche. Bien, si vous faites des calculs stochastiques, non seulement vous avez la densité, mais aussi on se rend compte en expérimental que si on fait le même essai expérimental, on n'a pas les mêmes résultats. Parce qu'il y a une stochasticité naturellement dans l'écoulement et des gouttelettes. Et donc, on reproduit cette variation. Et aussi, on attrape les feathers, c'est une instance topologique d'accrétion de givre qui s'accrète le long de lignes directionnelles préférentielles de l'écoulement. Et donc, on les attrape. Donc, le modèle est un peu magique. Et donc, en haut, on attrape les feathers, là, c'est les lignes que vous pouvez voir. Et puis, en bas, vous pouvez voir 5 cas expérimentaux. Et donc, vous pouvez, en bleu foncé, c'est où est-ce que les 5 cas sont les mêmes. Et en bleu pâle, ben, c'est les cas qui sont frappés une fois sur 5, 2 fois sur 5, 4 fois sur 5. Et le modèle morphogénétique, c'est notre ligne. Et puis, toutes les autres lignes en gris que vous voyez, il y a eu en janvier un icing workshop. Donc, tous ceux qui font du développement pour attaquer le problème sur la planète, donc Fluent avec FANSAP, la N6, mais aussi l'ONERA, la NASA, Politecnico di Milano, Oxford. Donc, il y a plusieurs groupes. Vous voyez la variation de tous les groupes là-dessus. Et toutes ces données sont publiques. Vous pouvez aller les voir si vous voulez. Et donc, voilà le modèle morphogénétique, son résultat. Bien, il est parmi les bons du workshop. Prochaine planche. Donc, quelque chose d'un peu plus mathématique. Il y a moins de belles images, mais c'est le calcul du transfert de chaleur. Donc, j'ai laissé faire les planches théoriques avec beaucoup d'équations, mais ça, c'est plus d'équations. Donc, les modèles de turbulence utilisés dans l'industrie sont souvent basés sur l'hypothèse de Boussinesq. Donc, vous dites, il y a de la viscosité laminaire, mu, et il y a une viscosité tourbillonnaire, mutée, et puis c'est à peu près comme la laminarité, et c'est l'hypothèse de Boussinesq. Donc, les stress sont linéaires et sont souvent calibrés sur la traînée aérodynamique ou sur l'épaisseur de couche limite. Et ça, c'est des termes qui influent le momentum. Mais l'équation d'énergie, donc il y a Philippe Spallard là, qui a fait le modèle Spallard-Almaraz, m'a dit, moi je ne fais pas de transfert de chaleur parce que c'est assez compliqué sans transfert de chaleur. Donc il y a peu de communautés qui font le transfert de chaleur. Qui fait le transfert de chaleur? Les gens qui font le Space Shuttle, les fusées qui rentrent dans l'atmosphère, les gens qui font de l'hypersonique et peut-être du supersonique, mais même du supersonique en haut de Mach 3. Mach 2, c'est pas trop pire encore. Donc, le transfert de chaleur est souvent obtenu par l'équation de l'énergie, mais à l'intérieur, il y a le nombre de pentes turbulents. Et donc, il est mal calibré. Et le phénomène, donc si on n'a pas le bon nombre de pentes turbulents, bien, on va obtenir le mauvais nombre de Nusselt, qui est le nombre là, qui indique le transfert de chaleur. Et en plus, la transition aérodynamique joue, parce que si l'écoulement est laminaire ou turbulent, ça fait un énorme, vous le savez, quand vous avez un café, vous brassez le café pour rendre le transfert de chaleur plus grand. Et aussi la rugosité. Et dans le givrage, il y a de la rugosité. Donc, ça joue des rôles majeurs. Et donc, le laboratoire développe des modèles de rugosité, des modèles de transition pour non seulement diminuer la consommation d'essence pour des problèmes de laminarité en conception de croisière, mais aussi en givrage. Prochaine planche. Donc, typiquement, on a eu deux approches. On prend les lois de paroi, donc U plus égale Y plus, là, pour ceux qui connaissent, et il y a la loi de paroi pour la température T plus.
Et donc, en ayant deux lois de paroi, ben, ça nous permet d'avoir deux leviers. Et donc, à gauche, vous avez le coefficient de friction qui est bien prédit par tous les modèles par rapport à l'expérience, les points. Mais si vous prenez des modèles classiques du nombre de Stanton à droite, la ligne pointillée surestime le transfert de chaleur. Eh bien, on peut calibrer la loi de paroi de température pour tomber sur les données expérimentales. Problème avec les lois de paroi, c'est que c'est invalide au bord d'attaque. Et le givre apparaît au bord d'attaque. Donc, on a un petit problème. Prochaine planche. On travaille sur des modèles de transition, mais c'est plus des modèles de corrélation. Donc, on prend, les Allemands au DLR sont très, très forts là-dessus. Ils prennent des modèles appelés gamma R theta, donc c'est des modèles de calibration. Et on peut calculer la transition naturelle, bypass à haute taux de turbulence extérieure et le crossflow. Et donc, ça donne un exemple. Là, on peut voir le coefficient de friction sur une aile, la sickle wing. Donc, on peut maintenant calculer la transition et en présence de ces phénomènes. Prochaine planche. Donc, une dernière avancée, je crois, dans la présentation, c'est, donc là, j'espère intéresser beaucoup de monde, c'est des avancées que, ben, quand on fait tous nos modèles, ben, il faut programmer. Donc, mon laboratoire ne prend pas de codes commerciaux, on programme tout. Donc, il faut prendre un logiciel. Donc, le laboratoire, sous l'impulsion des étudiants, a développé une plateforme qui utilise le langage Chapelle. Donc, le logiciel est nommé CHAMPS pour Chapelle Multiphysics Software parce qu'on fait du givre, on fait de l'aéroélasticité et donc, et on fait même du multifidélité. Et donc, la base centrale, c'est le solveur 3D Navier-Stokes qui est dégénéré en 2.5D, 2D et 1D. Donc, on peut faire l'équation unidimensionnelle, bidimensionnelle. On a le Urance en mode temporel et fréquentiel et on a les interfaces des modules. Donc, ce code CHAMPS a été testé sur des supercalculateurs jusqu'à 10 000 cœurs. Et on travaille avec Cray pour améliorer les performances de Chapelle. Et il permet, à notre avis, des gains de productivité avec la simplicité du langage, des gains de productivité qui vont entre 2 et 5 fois par rapport au C, ou même Fortran, j'ai fait beaucoup de Fortran, et tout simplement parce que le Chapelle n'a plus de MPI. Donc, vous pouvez aller sur machine distribuée sans MPI. Prochaine planche. Donc là, je m'excuse de l'anglais parce que j'ai repris des planches d'une présentation et donc ces planches sont sur le wiki, mais c'est Brad Chamberlain qui est l'inventeur du langage Chapelle. Donc, on a la chance de travailler avec Brad pour le développement de ce langage. Et donc, j'ai eu aussi une autre chance d'être dans un panel avec Edelman, qui est l'inventeur du langage Julia. Moi, je représentais Chapelle et il y avait deux autres personnes qui représentaient les langages Fortran avec le même type de concept et le langage C++ avec le même type de concept. Et le panel semblait dire, parce que les gens qui faisaient le C++ avec ces concepts et le Fortran n'étaient pas satisfaits de leur performance, mais Julia et Chapelle allaient très très bien. Donc, mais ça c'est aujourd'hui. Demain, Fortran peut avoir débloqué et puis ils vont y arriver. Le message que je veux passer, c'est pas tant que Chapelle est la clé de tout, mais c'est qu'il y a une énorme communauté qui est là pour essayer d'enlever MPI, qui est un frein. Parce que moi, quand je prends les étudiants à la maîtrise, ils programment OpenMP, ça passe. Vous mettez Pragma OpenMP. Mais MPI, il faut faire MPI send receive, il faut tasser les trucs, il faut passer les pointeurs. C'est quand même complexe. Donc, il y a une communauté et on bénéficie de cette communauté. Donc, Chapelle, c'est portable, scalable, c'est open source. On n'a pas à le payer. Et une des clés, c'est que c'est Global Namespace. Ça veut dire que chaque ordinateur à mémoire distribuée connaît les adresses dans les autres mémoires grâce à la communication GasNet. Donc là, ça dépasse mes compétences. Mais c'est ce bidule GasNet qui fait qu'on peut faire le Global Namespace. Et donc, ça supporte la programmation parallèle et c'est aussi facile que l'OpenMP. Donc, voilà. Donc, maintenant, on peut être plus productif. Prochaine planche. Donc, aussi, pourquoi faire un nouveau langage? Parce que c'est pas juste parce que c'est à la mode. Bien, c'est parce que c'est élégant, c'est à haut niveau, donc ça augmente la productivité, comme les schémas récursifs, on peut faire du polymorphisme. La sémantique,
peut être analysé, et donc il y a un compilateur sur le front-end. La performance peut être optimisée dans le back-end, donc en arrière, et on peut définir des nouveaux algorithmes avec le langage. Et donc, ça peut influencer la façon de penser algorithmique. Voilà pourquoi il faut développer des nouveaux langages. Prochaine planche. Donc, Chapelle, son but, c'est d'être aussi programmable que Python, aussi rapide que Fortran, aussi scalaire que MPI ou UPC. Là, le UPC, c'est le GasNet en C++, et que ça soit portable et aussi flexible que C++. Prochaine planche. Donc, comment ça fonctionne? Ils ont une book Code4All que ça s'appelle, et c'est un code à simple exécution. Par exemple, quand vous prenez MPI, MPI est envoyé en plusieurs exécutions. Et vous avez le if rank, c'est le mien, j'exécute. Donc, il y a plusieurs exécutions. Là, c'est un code à simple exécution. Par contre, pour chaque local, il y a une tâche qui est lancée. Donc, c'est un petit peu renversé. Et évidemment, si on peut en plus partitionner le maillage, ben, on va en bénéficier. Donc oui, il faut partitionner les maillages. Mais si vous ne le partitionnez pas, ça va être du OpenMP. Mais si on peut gagner en participant au maillage, tant mieux. Donc voilà, donc si vous avez plus de questions, je peux vous guider. Donc écrivez-moi pour Chapelle. Prochaine planche. Donc notre code a été validé Chapelle sur le dernier, non ça c'est pas le dernier, le Drag Prediction Workshop 5. Et on fait le Drag Prediction Workshop 7 en ce moment. Les données sont envoyées et le workshop a lieu en juin. Et donc, c'est la traînée d'un avion qui est donnée à tout le monde. Et on voit ici les codes, là, je ne les ai pas nommés, mais ils sont tous indiqués. C'est des données publiques. Vous avez la NASA, l'Anglais, NASA Ames, vous avez l'Université de Toronto, vous avez JAXA, FOI, DLR, ONERA, Overflow. Donc, vous avez tous ces codes. Et puis, notre code, ben, c'est la ligne là avec les points bleus. On est en plein milieu, là, à peu près. Horizontal, donc on n'a pas beaucoup de dépendance au maillage. Et donc, on est très content. Et donc, notre code est vérifié. Prochaine planche. Donc, en conclusion, on développe des nouveaux algorithmes pour réduire l'imprécision des modèles à faible coût. On veut être continu dans leur précision. Donc, lorsqu'on fait des modèles réduits, on veut être continu. Il y a d'autres moyens de le faire avec des Reduced Order Model, etc. C'est des branches que je ne fais pas. Moi, je le fais plus avec les équations que j'utilise. Et on veut prendre plusieurs disciplines en compte. Donc, les profils monocore, multicore, ben, ça prend des méthodes chimères ou overset. Si on fait le givre, ben, ça prend la thermodynamique, les gouttelettes. Et dans le laboratoire, on fait de l'aéroélasticité. On a même Global Stability. Donc, on peut faire de la stabilité des écoulements. Et on ne peut pas faire ça si on ne fait pas des avancées en calcul performance. Donc, j'encourage tous les étudiants à toujours être curieux sur les nouveaux langages. Et moi, dans ma carrière, ça fait 11 ans poly, 15 ans bombardier, 50 PhD, disons, mais donc j'ai vu passer Fortran, j'ai vu C, j'ai vu C++. Il y a eu Python qui s'est additionné, là il y a Chapelle, et donc c'est garanti qu'il y en aura d'autres. Donc il ne faut pas se limiter à un langage, donc je vous encourage, et même Fortran, il y a eu Fortran 90, Fortran 2003, donc il faut s'adapter aux nouvelles façons de faire dans peu importe le langage que vous prenez. Prochaine planche. Et donc, ça fait à peu près 1 heure. Donc, j'ai été vite, je suis désolé, j'avais beaucoup de matériel. Donc, voilà le High Leaf Prediction Workshop 4. Donc, c'était une configuration donnée à tout le monde et on devait comparer. Nos résultats sont tout à fait comparables au reste, mais on a été jusqu'à 1 milliard d'éléments. Ça fait quand même 7 milliards d'inconnus lancés sur 300 cœurs. C'est le type de problème qu'on est en train d'attaquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric.